Bonjour et bienvenue encore pour une 10e fois au podcast Bulletin sportif. Merci d'être là encore, merci de nous suivre et merci à Gagné Sport qui est avec nous. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, aux cégeps, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'ingénierie et d'urbanisme, excusez-moi. Chez Gagné Sport, on croit également qu'il n'y a aucun compromis à faire entrer à la sécurité. Et chez Gagné Sport, l'excellence du service offert est à la base de toutes leurs actions. Encore une fois, merci Gagné Sport d'être là. Merci de nous accompagner chaque semaine et de faire vivre le Bulletin sportif podcast. Oui, podcast, effectivement, une autre édition. Encore une fois, beaucoup d'actions. Puis évidemment, on approche des championnats provinciaux, on approche des championnats canadiens. Donc, beaucoup d'actions. Évidemment, de l'actualité en masse à vous raconter, des belles performances. On va commencer avec le basketball collégial, basket féminin. J'attire votre attention sur la victoire importante des Géants de Saint-Jean 53-50 contre les Dynamiques de Sainte-Foy. Par contre, oui, effectivement, Sainte-Foy, en fait, a remporté un match après ça contre Momo. 22 points et 9 rebonds, d'ailleurs, d'Amandine Amoriche, excusez-moi, dans ce match-là contre Montmorency. Et la performance probablement la plus étincelante, la plus complète de la semaine, Champlain-Saint-Lambert, Chloé Oliver, leur leader, 21 points, 11 rebonds. Dans la victoire encore, parce qu'elles gagnent tous leurs matchs, les Cavaliers. D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus la semaine dernière, la saison parfaite des Cavaliers, si ça n'a pas été fait. Évidemment, je vous invite à aller lire ça sur bulletinsportif.ca. Collégial masculin, on avait un match d'une grande rivalité entre les Aigles d'Onsic et les Nomades de Montmorency, bien qu'Onsic est plus haute l'équipe d'Onsic est plus haute au classement. On a eu le droit à l'action qu'on peut attendre de ces deux grands rivaux. Un match qui est allé en prolongation, emporté par Onsic, oui, 94-89, mais Montmorency menait par 7 à un moment donné pendant la prolongation, sauf qu'Onsic a marqué les 12 derniers points pour finalement se sauver avec le match. On a une victoire aussi de Brébeuf contre Thetford, 87-83. Donc, il y a encore beaucoup de matchs serrés qui se jouent. Et la semaine prochaine, je vous invite, on va en reparler évidemment, mais la semaine prochaine, je vous invite, là, on va avoir l'affrontement Vanier contre Brébeuf vendredi prochain, qui va être à surveiller. Hockey féminin, hockey collégial, on va en parler. On va faire le tour avec Léa McIntyre tout à l'heure dans sa chronique sur le hockey féminin. Au niveau masculin, 2 grosses victoires pour le Boomerang d'André Laurando, 6-2 contre Sainte-Foy, 4-1 contre Thetford. Lou Olivier Charland, 3 buts et 2 passes dans ces deux matchs-là à souligner. On continue dans le sport collégial, volleyball masculin. Outaouais qui est allé battre 3-1 Limoilou. Ça leur fait 3 victoires, 1 défaite depuis le début de 2023. Donc, Outaouais qui va être surveillé d'ici la fin. Ils sont sur une belle lancée. Donc, peut-être pas au premier rang du classement, mais quand même, les Griffons sont en feu ces temps-ci. Évidemment, Hugo considère. Mais on a également Meignier et Vinet du côté des Griffons là, qui ont bien fait en fin de semaine. Chez les femmes, il faut absolument parler de la victoire de 3-0 des Gaillards de Jonquière contre les Nordiques de Lionel Groux, ce qui permet à Jonquière de passer devant Lionel Groux au classement. Et à souligner, même si Lionel Groux était deuxième, ils sont maintenant troisième, ben, une victoire, 4 défaites à leurs 5 derniers matchs. On a des choses, évidemment, qu'on va vouloir replacer de ce côté-là. Universitaire, sport universitaire en athlétisme. On avait le Challenge McGill en équipe. Laval, Carabin, McGill sont les 3 équipes qui ont fini les 3 premières. Mais le plus important, c'est les standards. Pour U-Sport, pour faire les championnats canadiens. Donc, Mathieu Massé-Pelletier, Anthony Labbé de Laval en lancer du poids. Yacine Habert et Zachary Mamayari de l'Université de Montréal aux 600 mètres. Julien Bourgault de Laval aux 60 mètres et la coureuse Donna Tamboué de McGill aux 60 mètres également. Donc, tous ces athlètes-là qui ont fait leur standard pour les championnats canadiens, ça, c'est excellent. Ce sont des excellentes nouvelles. Tranquillement, pas vite, on est en route vers les championnats provinciaux. Basket universitaire, on fait le tour de tout ça avec Jason Bryan, Jean-Baptiste tout à l'heure. Vraiment, il est allé voir des matchs. On a une demi-heure pour vous de basket universitaire à jaser. Franchement, un paquet de belles choses. Donc, les fans, s'il vous plaît, embarquez là-dedans. Allez regarder ce segment.
Hockey universitaire. Les Stingers toujours en tête chez les femmes. Stingers toujours en tête. Les Carabins sont deuxième à 28 points. Stingers 33. Carabins 28. Donc l'écart s'agrandit. Et Ottawa qui est à 27 avec un match en moins. Ottawa, ça fait 4 victoires consécutives de leur côté. Et Abby Maloney, 8 matchs de suite avec au moins un point. Donc ça, c'est à surveiller. Les Gators de Bishop sont toujours quatrième. 4 points d'avance sur les Ravens de Carleton, mais justement seulement 4 points d'avance. Donc, les Gators vont devoir se remettre à gagner avec plus de régularité là, si on veut espérer assurer sa place en éliminatoire. Juste mentionner l'excellente Audrey-Anne Veillette des Carabins, joueuse du mois de janvier. 5 points contre Bishop en fin de semaine. Donc, toujours excellente, toujours en tête des marqueuses. Audrey-Anne, franchement, va être la clé, en tout cas une des clés, parce qu'il y a plusieurs bonnes joueuses, là, évidemment, avec les Carabins, mais si les Carabins veulent faire bonne impression au championnat canadien qu'elles vont recevoir à l'Université de Montréal cette année. Donc, franchement, Audrey-Anne Veillette s'illustre cette année. Certainement qu'elle sera sous les feux de la rampe à ce moment-là parce que ce sera la joueuse à surveiller. OK, masculin. Concordia en fin de semaine, 2 grosses victoires, 5-1 et 10-1. Max Trépanier, 6 points pour les Stingers. L'UQTR, victoire de 7-1. Défaite de 5-4 en prolongation contre Carleton. Mais dans ces 2 matchs-là, 7 points de Simon Lafrance, qui est maintenant le premier compteur de la Ligue de l'Ontario avec 35 points en 21 matchs. Également, McGill qui jouait. Défaite de 4-2, victoire de 6-1 pour McGill. Les 3 équipes québécoises sont classées 1, 2 et 3 dans la section Est de l'Ontario. Donc, c'est très bon signe en vue des provinciaux en Ontario, évidemment. Donc, ça va être à surveiller. On se rappelle que les Patriotes sont non seulement champions en titre en Ontario, mais au Canada au complet. Donc, un titre à protéger. Et selon le classement officiel de U-Sport, ils sont 3e. Mais c'est un classement qui ne veut absolument rien dire. C'est basé sur des votes en partie et en partie sur des calculs faits avec des algorithmes. Ça vaut ce que ça vaut. Ils sont champions en titre, sont extrêmement forts cette année. Ça reste l'équipe à battre. Voilà, je termine avec du volleyball. Volleyball féminin universitaire, l'UQAM, qui l'a emporté très difficilement dans un match hautement, comment dirais-je, oui, chaudement disputé, évidemment, mais très, très haut calibre de jeu. 19-17 au 5e set. Franchement, super match de volleyball. Allez voir ça, c'est encore sur la page YouTube. Noémie Gagné qui a distribué des ballons en quantité au Maillé-Pinot, côté Colin, Dacilia. Franchement, un super travail de ce côté-là pour l'UQAM. Sabrina Maillé, c'est pas celle qui a fait le plus de points, c'est Pinot qui en a fait le plus avec 21, mais Maillé, 21 réceptions défensives pendant ce match-là. Formidable, quelle joueuse complète. Mais la joueuse la plus prolifique et la plus marquante de ce match a été la porte-couleur du Rouge et Or, l'excellente Justine Raymond, 28 points dans la rencontre. Donc, des joueuses à surveiller. Je dis à surveiller parce qu'ils sont toujours à surveiller, ils sont toutes à surveiller. Ne vous arrêtez pas à mon terme, joueuses à surveiller. Ce que je vous dis là, c'est simplement parce qu'elles sont excellentes, elles méritent la lumière qu'on met sur elles. Donc, franchement, encore une fois, des belles performances. Je tiens à souligner aussi le fait que Sherbrooke et Laval se battent pour la 4e place qui sera disponible pour les éliminatoires. Et les 2 équipes sont à 7 victoires, 7 défaites. Les 2 équipes s'affrontent la semaine prochaine, en fait, cette semaine, ce vendredi. Écoutez, tout est là pour le drama. Donc voilà, fait que c'est là qu'on en est. Voici, ça fait le tour de ce qui s'est passé cette semaine. Un bon show pour vous autres cette semaine, encore une fois. Je vous en ai parlé. Léa McIntyre pour parler de hockey féminin. Avant ça, on va avoir une grosse demi-heure avec Jason Bryan, Jean-Baptiste pour parler de basket universitaire, hommes et femmes. Amplement de choses à raconter. Et l'invité de la semaine, la super hockeyeuse, pas des Carabins, excusez-moi, elle va me chicaner que j'ai dit ça, des Stingers de Concordia.
Amy Fecteau, qui a été capitaine de l'équipe canadienne aux Universiades, qui a remporté la médaille d'or. On parle de ça avec elle, on parle de son parcours avec elle, de ce qui va se passer, ce qui se passe depuis le début de l'année, ce qu'elle entrevoit pour le reste de la saison et évidemment le reste de sa carrière. Donc, une entrevue avec Amy Fecteau, une fille ultra sympathique, une passionnée de hockey que je vous présente avec grand plaisir. Alors, bon show tout le monde. Basketball avec Jason Brain, Jean-Baptiste, comme toujours. Salut, Jason. Salut, Phil. Ça va bien? Ça va super bien. Yes. Encore une belle fin de semaine de basket. UQAM Concordia, tu es allé voir ça. On avait deux programmes doubles, en fait, jeudi, samedi, du UQAM Concordia, hommes-femmes, évidemment. Donc, tu étais sur place. Je te laisse le plancher. Raconte ce que tu as vu. Oui, le premier match que j'ai vu, UQAM, c'était au centre sportif de l'UQAM. Concordia est venu visiter. Puis honnêtement, c'était super intéressant. J'ai trouvé que c'était une très belle performance de l'UQAM. Ils avaient, au début du match, c'était très serré. Défensivement, les Stingers, je pense qu'ils ont fait un bon travail. C'est une équipe qui lâche jamais. C'est ça qui est vraiment impressionnant avec les Stingers. C'est que même si en termes de taille, puis même si par rapport au fait que c'est beaucoup des joueurs qui sont dans leur première ou deuxième année, et qu'ils n'ont pas nécessairement la même expérience, je trouve qu'ils jouent beaucoup avec de l'ardeur. Puis pour moi, ça part avec Arridge Burgonio. Elle, vraiment, tu sais, comme je l'ai déjà dit dans le podcast, c'est vraiment une joueuse que son agressivité, sa manière d'attaquer le panier est contagieuse. Puis, tu sais, elle abandonne jamais, puis elle continue. Mais je pense que au final, tu sais, elle a terminé le match avec pas nécessairement des très bons pourcentages. Puis, je pense qu'on lui a demandé de faire beaucoup. Puis, en termes de, tu sais, gérer l'attaque, il y avait beaucoup de pertes de ballon. Puis, au final, je pense que la pression défensive de l'UQAM, justement, dans ce match-là, ce qui a été intéressant, c'est qu'au début du match, c'était plus serré. Mais ensuite, je pense au deuxième quart, Coach Maignan, il a pris un temps mort, puis il a décidé de mettre Fredlin Verrier en avant pour vraiment mettre de la pression sur les gardes, puis vraiment forcer les gardes adverses des Stingers qui sont plus petites à vraiment essayer de percer la défense de l'UQAM. Puis à partir de ce moment-là, la game a changé. Les Stingers ont vraiment eu du mal à se trouver offensivement. Puis l'UQAM, au troisième quart, a explosé. Vraiment, en termes d'assiduité aux 3 points, ça rentrait. Ils étaient vraiment efficaces. À l'intérieur, ils ont continué de dominer avec Fredlin. Il y a aussi Alex Dufresne qui était impressionnant aussi, avec des bons tirs aux 3 points, puis bien gérer l'attaque autour de ça. Fait que honnêtement, c'est ça qui est arrivé. Je pense que comment ça s'est résumé, c'est que les Stingers n'avaient juste pas de réponse pour défensivement, pour essayer de limiter qu'est-ce que pouvait faire l'UQAM à l'intérieur proche du panier. Non, puis c'est intéressant ce que tu amènes quand tu parles, tu sais, que ça tourne autour d'Arridge Burgonio, puis tu l'as dit, au premier match, 2-11 à un moment donné, mais 2-11, elle joue les 40 minutes, a réussi à aller au lancer franc 14 fois dans la rencontre. Tu sais, ça reste que, tu l'as dit, c'est la joueuse autour de qui ça tourne. Mais si cette joueuse-là finit 2-11 au tir, bien évidemment qu'à ce moment-là, la petite différence, parce que c'est pas énorme, là, ça finit 63-59 ce premier match-là. Fait que, c'est 2 tirs de plus de sa part qui entrent, puis on a un match égal. Bon, tu vas me dire que ça dépend quand ça s'est passé et tout. Là, je veux pas refaire le fil de la rencontre, mais ça reste important de s'attaquer à elle, de l'empêcher de faire son travail. Puis, visiblement, comme tu dis, en envoyant une joueuse comme Verrier, une fille de 6 pieds, 6 pieds 1, qui s'en va la déranger, ça reste une stratégie assez particulière parce qu'en temps normal, on ne verra pas ça. On veut avoir vitesse contre vitesse. Mais Verrier trouve c'est pas une fille lente. Malgré son gabarit, c'est pas une fille lente. Puis être capable de jouer contre une fille de 5 pieds comme ça, comme Burgonio. Donc, ça devait être... Moi, je ne l'ai pas vu, mais ça devait être quand même un match-up assez intéressant de regarder ça. Non, définitivement, Fredlin, c'est vraiment une joueuse. Elle est athlétique, mais ce qui m'impressionne le plus, tu sais, comme sa sœur Fredlin, les deux sont vraiment tenaces puis agressives. Puis Fredlin, tu sais, elle prend beaucoup de fierté dans sa défense. C'est une joueuse que, tu sais, je lui ai parlé, tu sais, elle me l'a dit, elle veut vraiment être considérée comme la meilleure joueuse défensive de sa conférence. Fait que, tu
tu le vois dans sa manière de jouer. Puis ensuite, dans le deuxième match, ça s'est transféré. Puis cette fois-ci, l'UQAM, au second match qui était à Concordia cette fois-ci, l'UQAM a juste pris le contrôle du match tout au long. Puis je pense que ce qui vraiment est l'écart entre ces deux équipes, c'est l'expérience, mais aussi le fait que, Harwich Bergoglio, je pense pour les Stingers, c'est probablement la seule joueuse qui peut vraiment, sous pression, attaquer, prendre des décisions, puis vraiment créer pour les autres. Pas que les autres joueuses autour d'elle sont pas bonnes. Je pense à Cassandra Le Huquet ou Rowena Bliss. C'est pas des mauvaises joueuses. Elles peuvent faire des choses, puis elles peuvent rentrer des 3 points, elles peuvent jouer, mais c'est juste que l'UQAM, ils ont, je pense à Fredlin, je pense à Elisa Abertsettel, je pense à Pauline Bellin-Ibata. C'est toutes des joueuses qui peuvent prendre le ballon en main, puis partir d'une séquence offensive, puis prendre des décisions, puis attaquer. Fait quand tu as plusieurs joueuses qui peuvent faire ça, puis qui peuvent créer pour les autres, puis attaquer individuellement un contre un, au basketball, c'est un très gros avantage, puis ça fait que tu as plus de mismatch, c'est plus difficile à défendre, puis ça crée beaucoup plus d'opportunités sur des séquences de transition. Puis pour moi, c'est ça qui s'est vu dans le résultat du match à Concordia, c'est que l'UQAM, sur le périmètre, il pouvait attaquer. Puis en plus, quand tu as Fredlin Verrier qui peut dominer à l'intérieur, créer des fautes pour prendre des lancers francs, tu as une attaque qui est vraisemblablement très difficile à stopper sur 4 quarts. Puis les Stingers, ils ont essayé, ils ont été ardus au premier quart, ils avaient une avance, mais au fil du match, ça s'est restreint, puis Lucas a juste pris le dessus. Exact, mais ça va être intéressant, on y reviendra tantôt parce qu'on va parler du match de Laval contre Bishops, puis la semaine prochaine, Laval et l'UQAM s'affrontent. On y revient tantôt, on va parler avant ça des 2 affrontements de l'UQAM et Concordia chez les hommes que tu es allé voir aussi. Là encore, l'UQAM a pris le contrôle des matchs. Concordia, qui est vraiment sur une pente descendante, malheureusement, n'arrive plus à gagner chez les gars. Donc, de ce côté-là, qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce qu'encore une fois, l'UQAM, côté athlétique, on le sait, là, les gars de l'UQAM, c'est vraiment... Je pense que c'est des bêtes athlétiques, un peu comme on voit en Ontario. J'ai l'impression, on dirait qu'ils se sont formés une équipe qui ressemble à des équipes ontariennes un peu, en termes de puissance, de gabarit et tout. Là. J'ai l'impression qu'il y a ça. Puis comme je te dis, on avait un affrontement de cette machine-là. Puis l'UQAM, pas l'UQAM, mais Concordia de l'autre côté, comme je te dis, qui arrive plus à gagner. Moi, comment j'ai vu ça, c'est que oui, comme tu l'as dit, l'UQAM est extrêmement athlétique. Je pense que c'est l'équipe dans cette ligue que c'est les seuls qui ont, je pense, quasiment tous leurs partants sont capables de dunk en transition puis de vraiment dominer individuellement. Mais je pense que ce qui est sous-coté avec cette équipe-là, c'est vraiment juste leur compétence et leur polyvalence. C'est des gars qui peuvent, au basket, on dit switcher. Vraiment, non seulement ils ont leur talent athlétique, mais ils savent bien se positionner pour limiter l'attaque adverse. Puis ils peuvent tous prendre des décisions. Fait que quand tu as un gars comme Alex Lechard, Kevin Civil, Baide, Adara, c'est 3 gars, par exemple, qu'ils peuvent prendre des décisions, ils peuvent switcher, puis ils peuvent attaquer. Et du côté des Stingers, je pense que le fait qu'ils n'ont pas Tyrell Williams du côté des Stingers, qui est blessé, je pense que ça limite un peu leur attaque. Avec Alec Faneuf, Sami Jahan, Jaime Joseph, ils peuvent faire des bonnes choses, mais je pense que le fait de ne pas avoir Tyrell Williams, qui est un élément vraiment intéressant parce que c'est un gars qui peut créer, c'est un autre gars qui peut créer pour lui-même puis créer pour les autres, je pense que ça congestionne un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire offensivement. Puis l'UQAM, leur adresse à 3 points, leur capacité à vraiment créer puis attaquer au panier puis créer des opportunités sur la ligne de lancer franc tout le match, ça fait qu'ils sont inarrêtables. Puis honnêtement, la seule faiblesse de l'UQAM, puis j'en ai parlé avec coach Mario Joseph, honnêtement, c'est juste que ces gars-là sont tellement talentueux qu'à certains moments, il peut y avoir des creux dans les matchs où ils peuvent jouer du basket un peu plus individuel. Ouais, c'est là qu'ils sont plus faciles à attaquer, puis c'est là qu'ils sont plus faciles à défendre. C'est quand tu es capable de forcer l'UQAM à vraiment rentrer dans ce mindset-là de « OK, on va juste prendre des tirs, c'est moi contre toi », alors que à la place de jouer du basket plus collectif. Quand tu les mets dans des séquences où ils ne jouent pas du basket collectif, c'est là qu'ils sont plus vulnérables. Puis à certains moments, dans les matchs, ils se laissent aller, mais ils reviennent, puis au final, ils prennent le dessus. Puis c'est ça qui est arrivé dans ce premier match-là.
Mais tu amènes un super bon point, parce que c'est ça l'histoire aussi avec les gars de l'UQAM. Puis au début de la saison, c'était ça qu'on a vu. Le premier match, je me rappelle encore une fois, contre Concordia. J'en ai parlé la semaine passée. Je vais y revenir souvent parce que je trouve que c'est tellement symptomatique de ce que tu racontes là. Une équipe remplie de talent, remplie de qualité athlétique. Est-ce que ces gars-là sont capables d'avoir un jeu collectif constant qui va faire en sorte que dans les moments où ça va bien, où ça va trop bien, donc comme tu dis, ils décrochent, ou les moments où ça va mal, puis c'est ça qui est le plus important, dans les moments où ça va mal aller, est-ce que c'est l'équipe qui va être capable de, comment je pourrais dire, retraiter, se remettre à penser collectivement? Est-ce que sa façon de penser de base va être le jeu collectif ou chacun va dire OK, laisse-moi prendre contrôle de ça. Et ça va prendre un certain leadership, puis il y a des gars là-dedans qui ont besoin d'imposer ça, ce leadership-là, de dire, s'assurer que c'est la qualité collective, je veux dire, du jeu qui prime. Ouais, mais pour moi, je pense que sur ces deux matchs-là, quand ça allait mal, ils ont montré qu'ils sont capables. Puis honnêtement, quand ces gars-là jouent sérieusement, pour de vrai, moi, je suis un gars des Stingers, je suis un joueur des Stingers, j'appelle à l'aide pour de vrai. Parce que comme les gars courent, ils dunkent, ils sont athlétiques, honnêtement, tu ne peux rien faire. Tu ne peux juste regarder le gars passer devant toi pour de vrai parce qu'ils sont tellement rapides, ils sont tellement athlétiques. Puis c'est ça qui est arrivé dans la game à Concordia. Alex Lechard, 20 points. Bailey Aydara, 20 points. Ils ont plusieurs gars, puis ça, c'est juste ces deux gars-là, mais ils ont plusieurs gars que je sais qu'ils seraient capables d'aller chercher 20 points, mais comment ils jouent... La recrue Carl-Tommy Laforêt, c'est incroyable, ce gars-là. Quand tu penses à ça, des fois, je ne sais pas si c'est parce qu'il est recru qu'il y a des soirées avec puis des soirées sans, là, mais il reste que ce gars-là a un talent exceptionnel. C'est un autre gars de 6 pieds 7, encore une fois. Donc, oui, effectivement, là, tu prends juste Civil, Lochard, Caillot, Laforêt. Je viens de te nommer juste 4 gars-là, puis écoute, McFadden Jean, là, écoute, là, ça aussi, il y a de la qualité à tout le temps sur ce terrain-là. Donc, effectivement, des gars qui vont marquer 20 points, là, c'est juste, est-ce que, encore une fois, on va être capable d'être fort collectivement tout le long parce qu'il y a un championnat provincial à gagner, puis il y a des performances à aller chercher au championnat canadien. Puis je pense qu'il faut le voir là, comme c'est l'année de l'UQAM. En tout cas, ils ont vraiment une opportunité. Oui, totalement. Mais je pense, au final, ils ont réussi à calmer, genre vraiment reprendre le dessus, puis bien faire les choses. Puis du côté de Concordia, je pense que ça a quand même été, au final, un bel effort, surtout par rapport au deuxième match à Concordia. Tu as Jaime Joseph qui a terminé avec 29 points. J'ai trouvé que collectivement, défensivement, les Stingers, ils ont montré beaucoup d'ardeur. Puis, je peux le dire, moi, quand je suis allé faire les entrevues après le match à l'UQAM, j'ai quand même pris du temps pour aller parler au coach. Puis, avant que je puisse rentrer dans le vestiaire pour les parler, sans dire qu'est-ce qui s'est passé exactement, ils ont quand même eu une bonne conversation d'équipe par rapport à genre comment on est capable de reprendre les choses en main et puis bien finir la saison. Puis je pense que pour ce deuxième match à Concordia, ils l'ont montré. Je trouve qu'ils ont bien joué défensivement, ils ont montré une meilleure exécution offensive, ils ont été capables de, malgré le fait, comme j'ai dit, qu'ils n'ont pas Tyrell Williams, trouver justement avec Jaime Joseph, lui donner des opportunités d'avoir la balle en main sur des possessions, puis commencer ça, puis initier l'attaque. Jaime Joseph, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur très spécial, puis il l'a montré dans ce match-là à Concordia. Fait honnêtement, Concordia, je pense que pour la suite des choses, ça va juste être pour moi, les fins de match, essayer de mieux exécuter, compléter les lancers francs, essayer d'être ardu. Je pense pas que c'est une question d'effort, parce que je trouve que ce gars-là, il joue avec de l'effort. Pour moi, c'est juste une question d'exécution sur des possessions clés. Je pense que la différence dans ce deuxième match-là à Concordia, ça a vraiment été que l'UQAM, ils avaient plusieurs gars qui étaient capables de rentrer des tirs dans des moments importants. Puis Concordia, je trouve qu'à certains moments, il y avait peut-être un petit manque d'exécution, mais ça aussi, ça va avec le fait que tu n'as pas ton meneur normal qui va vraiment initier ton attaque. Et quand tu n'as pas ça, puis que tu es dans une situation quand tu joues contre une équipe comme l'UQAM, qui sont athlétiques, qui sont redoutables, moi, je trouve que c'est difficile. Ça paraît difficile.
Puis je trouve qu'ils ont une séquence, ils ont perdu plusieurs matchs, mais quand tu regardes leur séquence de défaites, il y a des belles choses. Il y a vraiment des belles choses, puis il y a un effort. Fait que pour moi, ils peuvent bien terminer leur saison, puis on va voir comment ça va se passer. Mais honnêtement, je trouve qu'ils ont très bien performé samedi soir à Concordia. Ben, ça reste une équipe extrêmement bien coachée. Hein. Ratko Ouais. Popovic, c'est pas le dernier venu. C'est vraiment. C'est clair. C'est une équipe qui est prête quand tu arrives dans ces matchs. Mais comme tu dis, il y a peut-être une question d'exécution ici et là. Tu sais, c'est pas grand-chose. Des fois, on dit 10 points, ils ont perdu par 10 points, mais 10 points, c'est 5 paniers dans un match au complet. Tu sais, c'est pas. Faut pas non plus voir ça comme si c'était une domination écrasante à chaque fois non plus. Mais comme tu le dis, tu sais, des fois, c'est des petits détails ici et là. De toute façon, Concordia est en pause la semaine prochaine. Ils vont jouer contre McGill la semaine d'après. Espérons pour eux qu'ils vont, puis pas qu'on prend pour qui que ce soit, mais on ne souhaite jamais des séquences de défaites qui s'éternisent. Fait qu'on va leur souhaiter de se replacer parce qu'avant les éliminatoires, ben, on va vouloir avoir justement des équipes en forme. Donc, Concordia, comme tu le dis, ne joue peut-être pas aussi mal que leur classement, ou en tout cas leur séquence de défaites le dit. Non, il y a une grosse différence. D'ailleurs, j'invite tout le monde là, qui vous voulez voir du bon basket, allez voir pour vrai. Allez au match. Allez au match. Je vous invite fortement à aller au match, voir les programmes d'eau parce que c'est une très grosse différence de regarder sur son ordi, Oui. mettons sur Facebook ou sur peu importe les plateformes disponibles, puis vraiment voir les matchs parce que là, tu comprends certaines affaires, puis tu peux voir les ajustements, tu peux voir l'effort, l'exécution, puis c'est du très, très bon basketball qu'on a au Québec. Fait que, s'il vous plaît, allez voir. Pour de vrai, voir l'UQAM, là, pour de vrai, c'est spécial. Pour de vrai, voir des gars dunk comme ça, puis c'est vraiment spécial. C'est vraiment une bonne ambiance. Fait que j'invite les gens à aller voir pour de vrai. Et je pense que s'il y a une occasion à ne pas manquer, c'est justement cette semaine, jeudi, on va avoir Laval contre l'UQAM. Puis, il faut parler de Laval, parce que Laval jouait contre Bishops en fin de semaine. Laval, on parle du CAM. En tout cas, chez les gars, c'est une chose. Les filles aussi, en passant, Laval, franchement, ça joue du bon basket là-bas en ce moment depuis début 2023. Là. Franchement, il faut lever notre chapeau au Rouge et Or. Oui, définitivement. On peut parler du match des filles, Laval contre Bishops. Bishops a remporté ce match-là, mais pour de vrai, ça a vraiment été plus serré que tu le crois. Je pense que Bishops ont eu un départ un peu plus explosif, particulièrement au deuxième quart, où là, ils ont vraiment pris l'avance. Mais pour la suite des choses, honnêtement, ça a été assez serré. Du côté de Laval, Frédéric Blais qui a terminé à 15 points, Léa-Sophie Verret. Collectivement, ce qui est intéressant avec Laval, c'est que je trouve que c'est pas nécessairement un collectif que individuellement, tu auras des joueuses qui vont exploser pour, mettons, un 20 points, etc. Mais elles jouent tellement bien collectivement, puis leur profondeur de banc est tellement bonne, puis je trouve que ça fait qu'ils sont capables de combler, puis défensivement, elles sont très constantes. Ouais. Fait que je trouve que honnêtement, c'est une très belle équipe, mais là, du côté de Bishop, c'est Amaiken Siciliano qui, encore une fois, 27 points. Elle a pris 25 tirs dans le match quand même. C'est ça. Ça reste un flow important où est-ce que, une joueuse comme ça qui a la chance de prendre 25 tirs dans un match. En plus, tu avais le retour de sa compatriote Victoria Gana qui, quand je dis compatriote, les deux viennent d'Argentine. Elle revenait au jeu, donc elle n'a pas joué autant de minutes qu'habituellement, mais tranquillement, pas vite, se replace. Si tu laisses Amaiken Siciliano lancer 25 fois dans un match, tu risques de te brûler. Puis d'ailleurs, tu l'as dit, Bishop se menait par 14 à la mi-temps. Ça devient difficile de rattraper le jeu. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que Bishop, ils me font beaucoup penser à Concordia. Genre, c'est à peu près pas nécessairement les mêmes systèmes, le même style de jeu, mais dans le sens que tu as ta meneuse, Arridge, Amaiken, qui est un peu le soleil de l'équipe. Puis tu as des choses autour de ça. Mais je pense que ce qui est intéressant avec Bishop, c'est qu'autour de Amaiken, il y a des joueuses qui sont de bonne taille, qui peuvent aller chercher des rebonds. Je pense à Jael Kabunda. Ben oui, Jael Kabunda, là, 18 rebonds là, dans le match contre Laval. Quand tu as des joueuses comme ça qui peuvent combler, surtout défensivement, au niveau des rebonds, faire le dirty work, les petites affaires qui sont pas aussi flashy que aller chercher un lien pour faire un 3 points. Mais quand tu as plusieurs joueuses que collectivement autour de ça
peuvent faire ces petites choses-là. C'est vraiment intéressant, puis ça rend les choses plus faciles pour Amaken. Je trouve quand même que, c'est juste mon avis, mais je pense quand même qu'on lui demande beaucoup offensivement. Je trouve qu'elle elle a beaucoup de responsabilités par rapport à gérer l'attaque, en plus de scorer sur les séquences du match. Je pense qu'elle peut le porter. C'est pas une question qu'elle peut pas le porter, mais je pense que, mettons, dans un affrontement contre l'UQAM, moi, je serais très curieux de voir comment cette équipe de Bishop-là va s'ajuster. Quand tu as une équipe, mettons, comme l'UQAM, qui ont plusieurs joueuses qui peuvent défendre à Maiken puis mettre de la pression, exactement comme qu'est-ce que Fredlen a fait sur Arridge. Moi, je serais curieux de voir un affrontement contre une équipe comme ça parce que j'ai trouvé que, par exemple, la semaine dernière, les Stingers, quand ils ont affronté à Maiken au deuxième match, qu'ils ont remporté, mais c'est exactement ça qu'elles ont fait. Genre, elles ont été capables de switcher puis être défensivement résilientes puis vraiment mettre de la pression. Puis au bout d'un moment, même si tu as des bonnes joueuses autour d'Amaiken, ça reste que c'est l'étincelle de ton attaque. C'est elle qui part le feu. Tu as parfaitement raison, mais c'est pas pour rien que je mentionnais le retour de Ghana. Ghana, c'est la centre, c'est la pivot, c'est la ramasseuse de rebonds habituels. Tu sais, oui, Kabunda est capable de le faire, c'est aucun doute. Là. C'est une bonne athlète. Puis tu parlais contre Lucam. Lucam sont grandes, mais Bishop, c'est probablement l'équipe, justement, qui est capable de les accoter en grandeur. Fait que, avec Ghana qui revient, on replace Louis et Kabunda à leur place habituelle. Et à ce moment-là, probablement qu'on a la vraie équipe de Bishops. La différence, puis je pense que tu l'as noté, c'est probablement la versatilité des joueuses de l'UQAM. Ça a peut-être démontré ça, que les joueuses de l'UQAM sont capables probablement de jouer des positions différentes plus aisément que les joueuses de Bishops. Du moins, peut-être que les joueuses de Bishop, faudrait qu'ils pourraient le finir par le développer, il n'y a pas de doute. Mais à ce moment-ci, c'est peut-être un des enjeux. Mais comme je te dis, moi, je pense que le retour de Victoria Ghana replace toutes les choses. Si toutes les équipes demeurent en santé, Bishops demeure la référence. Mais ça n'empêche pas que Laval, dans le fond, dans l'histoire, parce qu'on parlait d'elle au départ, Laval demeure une équipe intéressante contre qui tu ne peux jamais lever le pied parce qu'effectivement, chaque joueuse qui arrive sur le terrain complète la prochaine. Donc, c'est une équipe qui a à chaque fois 3-4 joueuses dans les 10 points. Puis, c'est systématique de ce côté-là. Non, ouais, comme tu l'as dit, ça va être très intéressant. Je trouve que pour moi, l'UQAM, c'est vraiment le côté. Puis pour moi, je peux le dire. Moi, à mon avis, à date de ce que j'ai vu, pour moi, l'UQAM, pour le filmer, c'est la meilleure équipe de basketball. Genre en termes de totalité, parce que comme je l'ai dit, elles ont, tu sais, Fredlin, c'est des joueuses d'expérience. Ouais, c'est des équipes qui connaissent extrêmement bien le basket, qui ont joué beaucoup de basketball, puis qui savent, tu sais, quand tu as deux joueuses comme ça qui peuvent initier une possession, puis vraiment, quand je dis ça, c'est vraiment prendre la balle en main, puis dire, OK, toi va là, toi va là, toi va là, puis elles ont plusieurs joueuses qui peuvent faire ça. Tu sais, Bishop, il y a Alex Dufresne, hein? On parle pas d'elle, mais tu parles d'une joueuse d'expérience, là, c'en est une, ça aussi. Là. Tu vois, quand tu as ça, pour moi, ça rend le basketball très facile. Quand tu as plusieurs joueurs qui peuvent dire aux autres quoi faire, puis comment s'organiser, puis tu n'as pas besoin de vraiment t'appuyer sur une personne qui doit faire ça, c'est tellement plus facile parce que tu as moins de stress. Tu n'as pas besoin, parce que tu sais que, OK, ta coéquipière, elle sait quoi faire, l'autre peut, genre, c'est facile de communiquer, c'est facile de se corriger. Fait que, pour moi, même si Bishop est en tête du classement, pour moi, l'UQAM, c'est la meilleure équipe. Mais ça reste à voir, puis Laval est pas loin. Parce que collectivement, c'est probablement une des équipes, genre, tu sais, en termes de comment elle joue, puis vraiment la fluidité du truc, puis à quel point elle se complète, comme tu l'as dit, il n'y a pas un gros écart. Fait que ces trois équipes-là, ça va être vraiment intéressant pour la suite des choses. Exact. Puis chez les gars, on a eu du bon basket aussi, là. Laval, qui, oui, avait un assez bon écart, là. Finalement, s'est fait rattraper en fin de match, il a fini 87-85. Mais Laval est extrêmement solide. Puis on est obligé de continuer de mentionner le nom de Sidney Tremblay-Lacombe. Mais dans ce match-là, en fin de match, en deuxième demi, c'est Steve Joseph qui a probablement pris le contrôle du match. Sidney Tremblay-Lacombe finit avec ses 22 points, joue un match extrêmement solide, mais 26 points, 6 passes
pour Steve Joseph. Puis comme je le dis, en fin de match, en deuxième demi, c'est lui qui a mis les points importants. C'est lui qui est allé driver le panier. C'est lui qui s'est retrouvé à la ligne des lancers francs, 10-12 d'ailleurs au lancer franc. Donc, la différence est peut-être venue là. Définitivement, mais je pense que Laval, en termes de... Encore une fois, c'est une équipe très complète. Puis Sidney Lacombe, c'est vraiment un joueur qui, son agressivité rend les choses tellement plus faciles pour cette équipe-là. Parce que ce gars-là est tellement... C'est un joueur d'expérience aussi. Fait qu'il aussi peut initier des possessions puis vraiment prendre des décisions. Puis autour de ça, t'as un gars comme Steve Joseph qui visiblement n'a pas peur des grands moments, qui est capable de prendre des tirs dans les gros moments. Puis collectivement, défensivement, tu sais, quand t'as Saïdou Sall, t'as Ismaël Diouf, t'as Loïc Savard, c'est des gars qui sont vraiment intelligents, qui peuvent bien jouer individuellement. Je trouve que ça rend cette équipe-là vraiment dangereuse. Mais du côté de Bishop, encore une fois, cette équipe-là est extrêmement dangereuse. Tu sais, leur physicalité, leur taille, leur capacité à aller chercher des rebonds. Dans ce match-ci, Étienne Gagnon est allé chercher 15 rebonds. Ils ont des gars grands, athlétiques, solides défensivement. Puis même quand, dans ce match-ci, Laval prend une avance, à cause de leur physicalité, leur ardeur, ils sont extrêmement bons pour faire les choses qui sont en dehors de juste scorer. C'est quand tu es capable d'aller chercher des rebonds, quand tu es capable de faire des stops, quand tu es capable de être vraiment ardu, puis de faire les bonnes passes, prendre les bonnes décisions, ces choses-là qui sont en dehors de juste mettre le ballon dans le panier. Puis quand tu es capable de faire ça de façon constante, tu peux combler n'importe quel écart dans le basketball. C'est possible. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait, mais je pense qu'à la fin, ils n'ont pas été capables de rattraper les erreurs de la première demi. Ça a été juste ça la question. Je pense qu'ils ont forcé quelques... Il y a peut-être quelques tirs forcés. D'ailleurs, on l'a vu, l'efficacité au deuxième demi. On est passé de 47 à 37 % de réussite dans les tirs en deuxième demi pour Bishops. Comme je te dis, c'est probablement quelques tirs forcés ici et là. Évidemment, il y a le travail de la défensive de Laval pour ça. Il faut saluer ça. Mais comme je dis, à un moment donné, quand tu es en mode rattrapage, c'est un peu ça que ça fait aussi des fois. Tu y vas pour la long shot un petit peu plus. Non, exactement, mais je pense aussi que quand tu es en mode rattrapage, c'est très difficile de, comme, dans ces situations-là, surtout au quatrième quart, de prendre ton temps, parce que non seulement c'est une pression, mais c'est comme l'autre équipe aussi, genre, ils veulent garder leur avance. Fait que ça crée des circonstances où des fois, c'est pas les jeux exactement parfaits, c'est pas genre comme prévu, puis tu dois t'ajuster genre sur le moment, mais c'est ça aussi le basket, puis ça va vite. Ça va encore plus vite dans ces moments-là. Fait que je pense qu'au final, Laval a été capable de rester en contrôle, faire ce qu'ils avaient à faire pour sécuriser la victoire. Puis c'est ça qui explique le résultat. Mais je pense que ça va être très, très intéressant. Cette semaine, Laval va jouer à l'UQAM. D'ailleurs, ça va être un match assez important pour l'organisation de l'UQAM. Ça va être un match bénéfice en l'honneur de Véronique Laberge, qui a été la responsable des communications à l'UQAM pendant 12 ans. Elle a succombé au cancer à l'âge de 36 ans l'été dernier. J'ai parlé avec certains membres de l'organisation de l'UQAM. C'est un match important, mais ils veulent vraiment faire ça pour la cause du cancer du sein. Puis aussi, il va y avoir un fonds bénéfice pour une bourse pour les étudiants athlètes. Fait que, c'est en dehors, c'est quelque chose qui est en dehors, ça va plus loin que juste le basketball. C'est vraiment un événement important pour cette école-là, cette université-là. Fait que c'est un match émotionnel. Puis, j'ai parlé par exemple avec Alex Dufresne. Elles vont porter du rouge, les filles. Fait que, ça va être un match avec beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté en jeu contre, à mon avis, c'est les deux meilleures équipes, c'est les deux meilleures organisations du basketball dans la RSEQ en ce moment, pour les hommes et les femmes. Fait que ça va être deux matchs très intéressants à suivre à l'UQAM puis à Laval. Fait que exact. Écoute, tu fais bien de mentionner ça. Véronique Laberge, évidemment, le commun des mortels qui ne suit pas les activités à l'UQAM en particulier ne connaît pas son nom, mais c'est une jeune femme qui a marqué le sport à l'UQAM parce qu'elle s'occupait des coms, elle était impliquée dans la description des matchs de basket. C'est quelqu'un adoré là-bas. On l'a dit, 36 ans, parti très, très, très jeune. Donc, oui,
L'émotion va être au rendez-vous parce qu'effectivement, ça vient d'arriver. Il y a des joueuses qui ont connu Véronique. Les coachs ont connu Véronique. Donc, ça va être spécial là-bas. Oui, un coup de chapeau d'ailleurs à l'organisation de l'UQAM d'en avoir fait une fondation et d'avoir de propager, continuer le travail qu'elle faisait parce que c'était quelqu'un de spécial là-bas. Ouais. Donc, honnêtement, encore une fois, j'invite les gens qui aiment le basketball. C'est cool la NBA, c'est très cool. Mais je peux le dire, cette saison de NBA, à mon avis, est très plate. Je le dis. Non, mais je le dis, je suis honnête. Je trouve que si tu veux voir du basketball de qualité proche de chez toi, puis que tu en as un peu marre de voir l'inconsistance, puis ce sera un autre sujet dans la NBA, puis qu'est-ce qui se passe en saison régulière, puis whatever. T'as envie de voir quelque chose de différent, s'il vous plaît, va voir ce match-là à l'UQAM, si t'es à Montréal, ou sinon si t'es à Québec, va voir le match à Laval, ou va voir n'importe quel match de n'importe quelle autre équipe dans le circuit. Honnêtement, on du va basketball avoir de du qualité. McGill Bishops aussi, McGill Bishops du Bishops McGill, là, donc on va avoir ça aussi en fin de semaine. Donc, effectivement, il y a de quoi de bon, puis il y a du collégial. Collégial ici. Excusez-moi. Il y a du collégial en quantité industrielle. D'ailleurs, j'invite les gens, là, il y a un article qui vient d'être publié sur bulletinsportif.ca, en plus de ceux de Jason, où est-ce qu'il nous parle des matchs qu'il va avoir. Un article où est-ce que je vous parle des meilleurs marqueurs du basket collégial actuellement. Ceux qui sont des machines à marquer des matchs de 20 points et plus, là. Vous voulez connaître des noms, vous voulez faire du name dropping, faire comme si vous connaissez ça, allez lire l'article avant. Après ça, allez voir des matchs, puis dites « Ah oui, lui, il a marqué 5-6 fois 20 points depuis le début de l'année, il vaut la peine d'être suivi. » Mais je ne peux que seconder Jason là-dessus. Allez voir des matchs sur place, ça vaut tellement la peine. Exactement. Fait que je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Allez voir les matchs. Pour le reste, ça vaut la peine. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. C'est de la bonne ambiance. C'est très beau à voir. Puis la semaine prochaine, ça va être très intéressant. Comme je l'ai mentionné, c'est pour moi les deux meilleures équipes en ce moment. L'UQAM masculin, l'équipe masculine et féminine, c'est du très, très, très bon basketball. Pareil pour Laval. C'est du basketball collectif, c'est du basketball qui est plaisant, puis c'est du basketball qui vaut la peine de se déplacer. Absolument. Je pense que tu as raison. Jeudi à l'UQAM, soyez-y. Fait que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Jason, une autre excellente chronique, c'est encore une fois cette semaine. Je pense que tu nous fais adorer le basket universitaire. Fait que j'espère que les gens qui nous écoutent, passez le mot, passez le message, écoutez la chronique, envoyez ça à tout le monde, dites au monde d'écouter la chronique de Jason chaque semaine. Allez lire ses articles sur bulletinsportif.ca. Puis vous allez tout savoir ce que vous avez besoin de savoir avant de vous rendre au match pour être sûr d'en profiter au maximum. Fait que, un gros merci, Jason. Ça fait plaisir. Moi, je poste les stories, dans le fond, de mes articles à chaque semaine sur mon Instagram. Fait que oui, suivez Jason, sur le lien. absolument. C'est facile, je comprends. C'est difficile pour certaines personnes de cliquer sur un lien puis de lire. Je comprends, c'est tough, mais faut au moins check l'article, jette un œil, juste pour comme support. C'est ça, mais sinon, absolument. va voir le podcast. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime lire, ce qui est très compréhensible, va écouter le podcast. Puis au pire, partage l'article, whatever. Moi, je veux juste que les gens s'intéressent parce que ça vaut la peine de se dépasser pour voir ce basket-là. Absolument. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'emphase qui est mis à chaque année au niveau du sport universitaire par rapport au football. Les gens parlent de football, aiment le football, mais il y a autre chose. Puis, le basket, ça en fait partie. C'est un beau produit qu'on a de plus en plus. Puis, nos bons joueurs restent au Québec, à l'université. C'est pas vrai qu'ils s'en vont tous dans la NCAA, puis tous en Ontario. Il y en a des excellents qui restent ici, qui choisissent de rester ici. Puis, notre basket ne peut qu'en profiter. Alors, encore une fois, Jason, un gigantesque merci pour ton travail et tes propos toujours très pertinents. On se reparle très bientôt. Ça fait plaisir. Salut, Phil. Salut. Avec Léa McIntyre cette semaine pour parler de hockey féminin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le hockey féminin, beaucoup de joueuses qui se démarquent et il y en a une en particulier qui a atteint un plateau fort intéressant. C'est l'excellente Gabrielle Santerre des Cougars de Champlain-Lennoxville, un 100e point cette semaine qu'elle a obtenu en carrière collégiale. Oui, 100 points, puis pour 2 saisons, parce qu'à sa première année, il n'y a pas eu de saison.
Donc, c'est une moyenne de 50 points par année. La saison n'est pas finie encore pour Lennoxville. Puis là-dedans, je ne sais pas si je pense que ses points en série ne comptent pas. Donc, non, en effet. Vraiment impressionnant. Tellement une bonne joueuse, tellement une bonne individu. Moi, j'ai eu la chance de la côtoyer au printemps passé. Là, on a travaillé ensemble. Vraiment une bonne personne. Là. Je suis vraiment contente pour elle. Effectivement, puis comme tu dis, elle est dominante. Là. Ça fait 2 ans de suite, effectivement, qu'elle est première pointeuse de la Ligue. Donc oui, un plateau ultra intéressant à atteindre, comme tu dis, en 2 saisons seulement, puis c'est pas fini. Elle a eu 53 points la saison dernière. Elle était rendue à 49 là, en 27 matchs cette année. Fait que c'est pas fini. Puis on en a parlé il y a 2 semaines. C'est une fille qu'on va continuer de voir d'ailleurs parce qu'elle va continuer au niveau universitaire au Québec. Donc on va continuer de la voir évoluer ici. Mais il y a d'autres joueuses qui font des belles choses aussi dernièrement. Je voulais parler avec toi. En fait, il y a Alexandra Giguère avec les Titans de Limoilou qui a connu une fin de semaine. Il faut dire que Limoilou a marqué 20 buts en fin de semaine en 2 matchs. Ça aide, mais Alexandra Giguère s'est démarquée avec 8 points. Et il y en a une autre qui est à John Abbott, dont je voulais te parler avec toi. Je voulais que tu me donnes ton point de vue sur cette joueuse-là. C'est sa première année ici. C'est une jeune de 19 ans. C'est une Française. On parle beaucoup d'Émilie Lucier quand on parle de Gabrielle Santerre et Émilie Lucier comme les deux meilleurs là, qui s'affrontent pour le haut du classement des pointeuses. Mais Jade Barbirati, qui est 3e actuellement, elle a connu seulement 2 matchs où elle n'a pas marqué de points depuis le début de l'année. Franchement, on la voit aller. Émilie Lucier m'en avait parlé avant que la saison commence comme étant une joueuse qui allait être surveillée. Elle n'avait pas tort. T'en penses quoi? C'est quoi coacher contre une Jade Barbirati, justement? Quel genre de joueuse elle est? Elle et Émilie Lucier se complètent vraiment bien. T'sais, ils sont partout sur la glace. C'est super difficile de contrer ces joueuses-là. Ils se trouvent partout. Vraiment, là, c'est une belle découverte. C'est une joueuse qui vient de la France, qui est sur l'équipe nationale ou centralisée. Là. L'équipe nationale n'est pas confirmée encore. Ça devrait se faire d'ici les prochaines semaines. Mais c'était au début de la saison, là, personne ne la connaissait, donc c'est vraiment impressionnant de la voir aller. Puis on apprend à la connaître, puis on réalise qu'elle est encore meilleure que ce qu'on pensait. Donc, non, c'est une belle découverte pour le circuit québécois. Là. C'est intéressant aussi, comme tu dis, c'est une joueuse française. Est-ce que, puis on en voit arriver, là, je sais qu'il y en a une autre avec John Abbott, là, Manon Lescodin, il y en a quelques-unes aussi avec Saint-Laurent. Les joueuses françaises s'en viennent ici, s'en viennent à quelque part continuer à se développer ici. Peux-tu s'attendre à ce qu'en France, à un moment donné, il y a un niveau de jeu vraiment intéressant? Qu'est-ce qui fait que les joueuses françaises, c'est intéressant de les avoir ici? Moi, l'année passée, quand j'étais à Saint-Laurent, on avait communiqué avec Grégory Tarl, qui est leur directeur général et entraîneur, je pense, avec l'équipe nationale. Puis il nous expliquait que la manière que ça fonctionne en France, c'est que les joueuses sont centralisées avec le pôle France jusqu'à 18 ans, donc c'est un moins de 18. Et après ça, les joueuses, soit qui sont assez bonnes au hockey pour rentrer directement dans les universités ici au Canada ou aux États-Unis, où ils arrêtent d'étudier, puis ils s'en vont jouer pro en Europe. Donc, on le sait qu'ils ont des circuits pro là-bas. Donc, il n'y avait comme rien qui permettait de continuer à étudier puis de jouer au hockey s'ils n'étaient pas assez dominants pour entrer directement dans un programme universitaire. Donc là, on commence à en avoir de plus en plus qui désirent faire le saut au Québec pour une période de 2 à 3 ans au cégep, se développer pour après poursuivre l'université. Nous, on en a une à Dawson, Emma Nonenmaker. C'est tellement le fun de travailler avec eux. Ils ne peuvent jamais prendre une journée de pause parce que s'ils décident de prendre une pause, c'est leur place sur l'équipe nationale qui est en jeu. Donc, c'est des joueurs qui sont à 100%. Saint-Laurent en ont 2 présentement. Ils en avaient une qui était là à l'automne, qui est quittée. Donc, je pense qu'André Laurando en a une aussi. 2 à John Abbott. Donc, d'après moi, le hockey français va se développer là, en nous envoyant des joueuses ici. Il y en a une qui joue à l'Université de Montréal aussi. Oui. Donc, même sur le circuit universitaire, il y en a quelques-unes. C'est assez intéressant pour ça.
Ben good, c'est intéressant effectivement de regarder ce qui se passe de ce côté-là parce que de les voir arriver, c'est une chose, mais de voir qu'elles prennent une place dominante dans la ligue aussi, c'est ça qui rajoute là, à l'intérêt et au fait que c'est intriguant de les regarder aller. Puis en plus, ben, ils aident à rendre nos Québécoises encore meilleures, ben, tant mieux, c'est un plus. Là, ils sont en train de. Je ne sais pas s'ils sont classés encore, s'il reste un petit tournoi pour se classer pour le championnat du monde senior qui va avoir lieu à Brampton au mois d'avril. Donc, s'ils réussissent à se classer, ben là, on va vraiment pouvoir voir la valeur de cette équipe-là face aux équipes qu'on connaît qui sont dans la division 1. Excellent, excellent. Ben écoute, collégial, bon, ça fait le tour un peu de ce qu'on avait à jaser au niveau collégial. Oui, effectivement, il y avait un gros match, là, par contre, dont on n'a pas parlé, Champlain-Lennoxville contre John Abbott, justement, et c'est là que Jade Barbirati a été particulièrement excellente, malgré la défaite. Là, elle a marqué 3 buts dans la défaite, donc Champlain-Lennoxville, encore une fois, qui l'emporte 6-4. La semaine prochaine, on va avoir un gros match aussi, alors que Limoilou et John Abbott. Fait qu'encore un match parmi les équipes top 3. Là, on se rappelle John Abbott, Limoilou et Champlain-Lennoxville se battent pour la 3e place. Fait qu'on va avoir un Limoilou-John Abbott vendredi prochain qui va être intéressant à suivre. Limoilou sur une très belle séquence aussi. Là. Je pense qu'ils ont gagné leurs 11 dernières parties. Ils ont gagné contre Lennoxville la dernière fois aussi. Donc, ils sont vraiment à la poursuite des Cougars. Puis, ils commencent à les rapprocher. D'après moi, ça chauffe. Ça va chauffer les fesses des Cougars là, bientôt. Exact. Fait que ça va être à suivre. Tu voulais me parler aussi au niveau universitaire parce qu'il y a un événement qui a eu lieu il y a 2 semaines. C'était les Universiades. C'était à Lake Placid, FISU, là, je ne me rappelle pas ce que ça veut dire exactement, la Fédération internationale du sport universitaire peut-être. Donc, il y avait évidemment le tournoi de hockey. Et les Canadiens du côté des gars ont gagné, les Canadiennes aussi du côté des filles, mais surtout les Canadiennes. Il y avait plusieurs représentantes du RSEQ qui étaient là, 7 au total. Une belle performance de ces filles-là. Oui, c'était le fun d'avoir beaucoup de joueuses du circuit, des joueuses québécoises aussi. Là. Je pense à mon ancienne coéquipière Aurélie Dubuc qui a été choisie pour aller garder les buts avec l'équipe. C'était le fun de les voir aller. C'était quand même intéressant. On est habitué de voir Canada et États-Unis en finale au hockey international, mais dans les universiades, c'est pas totalement la même chose. Je pense que la finale, c'est contre le Japon, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Le Japon, et chez les gars et chez les filles, le Japon se sont bien débrouillés en finale, comme tu dis, chez les femmes. Effectivement, ils ont battu les Américains. Exact. Et si je ne me trompe pas, Audrey-Anne Veillette a scoré en finale. Donc, elle continue même avec l'équipe nationale à se démarquer pour ses points. Oui, parce que on va y revenir, pas en revenir, mais y revenir à Audrey-Anne qui est particulièrement forte. Mais il fallait aussi souligner quand même que la capitaine, c'était une Québécoise, c'est Amy Fecteau des Stingers de Concordia. Des Stingers, il y avait aussi l'excellente Rosalie Bégin-Cyr. Fait que les deux ensemble qui étaient là avec Audrey-Anne Veillette, en fait, les trois formaient un trio au début du tournoi. Donc, vraiment intéressant de voir nos meilleures joueuses là, travailler ensemble, même s'ils ne sont pas toutes dans la même équipe en temps normal, travailler ensemble. Et il y en a une aussi qui, moi, m'a impressionné, c'est Marie-Camille Théoret des Gators de Bishop, c'est la défenseur qui a fini le tournoi avec 2 buts, 3 passes. Elle a été, en tout cas, un facteur important au niveau de l'offensive à partir de la défense. Là, franchement, j'ai été impressionné de sa façon de jouer. C'est vraiment une bonne joueuse. Elle est le fun à voir aller. Elle a tellement d'habileté. On dirait que parce qu'elle joue pour Bishop, on entend un peu moins parler. Malgré que Bishop a un très bon programme, il s'en vient très dominant. Oui. D'ici quelques années, ils vont être dans les... Ils vont se battre avec Concordia Montréal pour le championnat, ça c'est certain. Mais non, c'est le fun de la voir comme ça rayonner avec l'équipe nationale universitaire. Donc, en espérant que ça va donner un petit boost à Bishop pour continuer à se battre pour bien se classer en vue des séries.
Oui, en effet, parce que Bishops était dans le top 4. En fait, ils sont encore dans le top 4 au niveau universitaire du classement, mais ont eu un peu de misère depuis le début de 2023. Puis les Ravens de Carleton sont peut-être en train de les rattraper, fait qu'il va y avoir du travail à faire de ce côté-là. Mais ça reste que si les gens ont la chance là, de voir Marie-Camille Théoret, le défenseur en action, là, franchement, non, une belle découverte pour moi dans ce tournoi-là. Oui, ça a été une course intéressante à suivre au niveau universitaire, au niveau des classements aussi. Moi, je le répète depuis le début de la saison, n'importe qui peut gagner contre n'importe qui. Oui, Concordia est un petit peu en avance, Montréal n'est pas loin derrière, mais c'est vraiment des bons matchs chaque fois, puis il y a des belles batailles qui se passent là. Et tu parles de Montréal, on en a parlé tantôt, Audrey-Anne Veillette. Là, je pense qu'on est rendu au point... moi, j'ai été un fan de Jade Downey-Landry pendant ces années à McGill. L'année passée, j'espérais qu'elle gagne parce que j'y souhaitais un championnat canadien. De l'autre côté, j'étais bien content, c'était Stingers, fait que c'est une équipe québécoise aussi, fait que j'avais pas de... je ne pouvais pas perdre en tant que fan de hockey universitaire, mais là, de l'avoir... est aussi excellente au niveau pro avec la Force de Montréal. C'est le fun, ça démontre la qualité du hockey universitaire chez nous. Mais maintenant, là, Audrey-Anne Veillette, c'est sa 2e année au niveau universitaire. Elle marque des buts à profusion. Elle est actuellement 2e au moment où on enregistre ça. Là, elle est 2e marqueuse au Canada. Donc, franchement, je pense que c'est un nom qui est plus que... faut qu'il fasse plus que commencer à résonner. Là. Les gens qui sont un peu en dehors du cercle du hockey féminin au Québec, faut qu'on commence à entendre parler d'Audrey-Anne Veillette. Audrey-Anne a battu les records de franchise pour les Carabins. Elle a vraiment une belle saison. Elle performe bien dans tous les aspects de la game. Moi, ce qui m'impressionne le plus de cette joueuse-là, c'est son lancer, la vitesse à laquelle elle décoche aussi. Vraiment, vraiment impressionnant. C'est une joueuse qu'il va falloir continuer à suivre. Elle est seulement à sa 2e saison avec les Carabins, puis elle performe comme ça. Donc, il lui reste encore 4 saisons pour continuer à progresser puis se démarquer autant. D'après moi, elle ne va pas juste faire les universiades avec l'équipe nationale. D'après moi, elle va avoir des appels dans les prochaines années aussi, là. Ben, on va y souhaiter, là, c'est la moindre des choses qu'elle ait au moins un essai avec la façon dont elle performe. On mentionnait 2e là, pour les buts. En fait, c'est 21 buts en 18 matchs pour ceux qui se posent la question. Donc, une machine à marquer. Puis, quand même, tu sais, un match contre Bishops, on parlait de Bishops, qui sont dans la bataille et tout pour les éliminatoires. Ben, Montréal, Audrey-Anne, justement, 3 buts, 2 passes contre Bishop en fin de semaine, vendredi passé. Fait que assez se lever au moment où ça compte où ça compte en plus. C'est pas juste une question de marquer des buts quand on mène 6-1. Là, c'est non, être capable de marquer des buts dans les matchs qui sont les plus importants. Ça va être une pièce clé pour les Carabins pour la fin de la saison. Puis on se rappelle que le championnat canadien est au septième. Donc, les Carabins sont qualifiés d'office. Je sais que c'est leur objectif, le championnat canadien. Puis Audrey-Anne, c'est sûr qu'elle va être au centre de tout ça, là. Ah, absolument, absolument. Fait que ça va être à voir. Ben, écoute, on continue de suivre absolument ce qui se passe un peu partout. Avec le hockey collégial, le hockey universitaire, on a un paquet de bons matchs et on a nommé des joueuses à suivre. Fait que pour ceux qui veulent suivre le hockey universitaire ou collégial en se demandant, bon, c'est qui les joueuses, là? Je pense qu'on vous a nommé des noms intéressants là, avec John Abbott, là, Émilie Lucier, Jade Barberatti, évidemment Gabrielle Santerre avec Lennoxville. Alexandra Giguère avec Limoilou. Donc il y a des joueuses super intéressantes au niveau collégial, puis universitaire, bien évidemment, il y a Audrey-Anne Veillette, puis Audrey-Anne Veillette, excusez, puis les autres qui ont participé aux universiades. Donc, non, je pense qu'il y en a en masse, puis il y en a qu'on nomme pas encore, qu'on aura la chance de nommer dans les prochaines semaines, assurément. Ouais. Bon, ben excellent. Écoute, un gros merci, Léa. Toujours super apprécié de pouvoir jaser de hockey avec toi puis de regarder qu'est-ce qui marque notre hockey collégial universitaire. Yes, merci d'en parler. Puis on va se reparler au courant des prochaines semaines avec la suite, la course aux séries. Yes. Merci. Salut.
Entrevue de la semaine. Cette semaine, je suis très content d'accueillir avec nous Amy Fecteau des Stingers de Concordia, de l'équipe de hockey des Stingers de Concordia. Salut, Amy. Salut. Comment ça va? Ça va bien, merci, toi? Ben oui, ça va bien. Amy, je vais tout de suite tomber dans le vif du sujet, puis on reviendra après ça sur autre chose. Tu reviens des Universiades où tu as été capitaine de l'équipe canadienne. Vous avez gagné la médaille d'or. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Savais-tu que tu allais être nommé capitaine d'équipe? Comment ça s'est passé ça? C'était quoi le feeling d'être capitaine d'une équipe comme ça, d'équipe canadienne? Puis bref, raconte-nous un peu comment ça s'est passé à Lake Placid. Oui, ben non, je savais pas que j'allais être capitaine. Dans le fond, on est arrivé là-bas, puis une soirée, les coachs ont fait un meeting, puis c'est là que j'ai su que j'allais être capitaine. Puis ensuite, ils l'ont annoncé dans la chambre devant les joueuses, puis aussi les assistants de capitaine. C'était vraiment un honneur d'être nommée capitaine. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais vraiment surprise. Okay. Mais ça fait chaud au cœur de savoir que je fais bien ça quand même. Mais sinon, l'expérience était vraiment, vraiment incroyable. C'était comme des mini-Jeux olympiques. Là-bas, on était avec les athlètes de hockey. Quand on était plus à Potsdam, quand on était à Lake Placid, on était avec tous les athlètes. On pouvait s'échanger des pins. Sinon, les matchs, c'était le fun aussi. On avait accès à plein de choses. On avait un petit lounge d'athlètes avec des Xbox puis des jeux de société. Non, c'était vraiment une belle expérience. Ça serait à refaire, c'est sûr et certain, mais je vais être rendue trop vieille. Donc, trop vieille. C'est pas drôle à cet âge-là d'être déjà rendue trop vieille. Oui, c'est ça. C'était-tu ta première expérience avec Équipe Canada? Ou tu avais déjà participé à des tournois plus jeunes, dans le fond, avec eux? Dans le fond, j'ai fait en 2019 l'équipe de développement, les moins de 22 ans. Puis je l'ai aussi faite cet été. Puis les autres années d'avant, il y avait le COVID, puis j'avais eu ma blessure, donc je n'avais pas été. Mais j'avais fait les séries 2-3 contre les États-Unis. Il y a une année que c'était à Lake Placid, donc j'avais déjà joué là. OK. Oui. Puis, là, c'est ça, tu vis ça là-bas comme des Jeux olympiques, comme tu dis, tu as la chance d'affronter des filles d'autres pays. Puis justement, c'est pas nécessairement des équipes que le Canada, on est habitué de voir, Finlande, Suède, États-Unis, c'est pas mal tout le temps. Mais là, affronter comme le Japon, est-ce que c'était spécial justement parce que là, c'est niveau universitaire, fait que c'est pas les équipes nationales, fait que c'est pas nécessairement ces mêmes équipes-là qui sont les plus fortes. Justement, moi, veux pas, en tout cas, c'est peut-être moi, j'ai été surpris de voir l'équipe japonaise, autant chez les gars que chez les filles, être aussi forte. Fait que non, c'est spécial ça quand même. Oui, non, il était super bon, hein? Il était super rapide, puis il y avait un beau jeu de passe. Il y avait peut-être pas les meilleurs lancers, mais non, sinon, il était vraiment bon. Mais à Limoilou aussi, on avait joué, on était allé en Chine à ma dernière année à Limoilou. Okay. Puis on avait joué contre l'équipe nationale chinoise, puis elles étaient vraiment bonnes, elles aussi. Non, c'est du bon calibre de hockey. Excellent, excellent. Puis, d'après toi, qu'est-ce qui a fait que tu es nommé capitaine, justement? Est-ce que tu avais démontré du leadership dans des camps avant? Simplement, regarde, tu as fait ce que tu avais à faire, puis à un moment donné, ils t'ont nommé capitaine, c'est tout. Donc, parce que tu disais, là, tu ne l'as pas vu venir. Oui, là, ce qui me disaient les coachs, je pense que c'est beaucoup avec mon expérience que j'avais eue dans le passé avec Hockey Canada, mais aussi parce que je travaillais fort, puis je donnais l'exemple sur la glace, puis j'étais tout le temps positive, j'avais un sourire dans le visage. Puis, je pense qu'il avait confiance en moi. Excellent. Mais là, évidemment, vous gagnez la médaille d'or. Je dis évidemment, pas dans le sens que c'était évident dès le départ. Il faut toujours bien le faire. Quel feeling c'est d'être en équipe comme ça, mais avec plein de filles de partout au pays, de vous rassembler, veux pas, entre vous autres, puis justement de gagner ça ensemble. C'est quoi ce feeling-là? Est-ce qu'on a l'impression d'accomplir quelque chose d'énorme? Comment tu positionnes ça parmi les choses que tu as accomplies au niveau hockey dans ta carrière, cette médaille d'or-là? C'est sûr que c'était dans mes top expériences de hockey, c'est certain. C'est sûr que les Nationals l'année passée avec Concordia, c'est dur à battre. Mais oui, c'était vraiment spécial d'être avec toutes les filles que normalement on joue contre. On a joué aussi avec une fille qu'on a joué contre à la finale des Nationals l'année passée.
On a joué avec des filles qu'on joue dans la Ligue, dans la RSEQ. Non, c'était vraiment spécial, mais on avait vraiment un beau groupe, donc c'était vraiment plaisant. Là, j'ai la médaille, peut-être que je pourrais vous la montrer. Ben, c'est sûr qu'on veut voir ça. Elle est proche. Elle est vraiment belle. Wow, en effet. Ouais. Puis le derrière, oups, ça. Ah, excellent, c'est super. Ouais, pas pire. Ben, félicitations, c'est vraiment sharp. Puis j'ai eu l'occasion de regarder une coupe de match, puis je trouvais ça le fun justement de voir, tu sais, on vous voit jouer, vous autres de Concordia, avec Rosalie, bon, on vous voit ensemble, mais jouer avec Audrey-Anne Veillette, avec des Théoret, des Faubert, des Nadeau, tu sais, les avoir dans la même équipe que toi, comment c'était spécial ça, justement, de passer d'adversaire ou de rival à coéquipière? Est-ce que ça s'est fait facilement ou il y avait des ajustements à faire, là, autant sur la glace que peut-être juste dans le vestiaire, vous connecter autrement que justement vous voir comme des rivales? Oui, ben j'avais déjà joué à Limoilou avec Audrey-Anne, donc ça, c'était pas nouveau, mais j'ai pu apprendre à connaître toutes les autres, Faubert, Théoret, Aurélie, Kéliane Nadeau, toutes les filles du Québec. On se tenait vraiment beaucoup ensemble. Même Murat de McGill, je la connaissais pas du tout. Puis on était vraiment un beau groupe, tu sais. Des fois, on faisait des activités juste notre petite gang du Québec. Mais non, je trouve aussi qu'on a des bonnes habitudes de travail, la RSEQ, puis ça paraissait beaucoup dans notre équipe. On emmenait toutes nos forces pour l'équipe du Canada, puis aussi le fait qu'on travaille vraiment fort, puis que le calibre est très bon au Québec. Je crois que ça a fait une différence dans notre équipe. Puis c'était comment le samedi de gagner la médaille, puis le dimanche d'affronter justement les Carabins, de tout de suite dans le bain de on revient, là, on a une saison à jouer, puis on a des gros matchs à jouer. Je trouvais ça spécial de vous voir déjà en action dans un match, ben oui, important, mais en plus, paf, tout de suite, on affronte nos rivales au classement. Oui, ben c'est sûr que c'était spécial. Le soir d'avant, on avait célébré ensemble notre victoire sur la glace, puis au restaurant un petit peu. Mais non, c'est vraiment drôle. Ensuite, on était sur la glace, puis on se niaisait un petit peu. Oui, j'imagine. Ouais. On va revenir un peu sur ton parcours à toi. Bon, tu l'as mentionné, tu as joué à Limoilou au collégial, mais ça fait combien de temps que tu es dans le hockey? Puis est-ce que tu as toujours joué au hockey ou tu faisais d'autres sports avant et tu as pris le hockey plus tard? Comment ça s'est passé pour toi? J'ai commencé le hockey à l'âge de 6 ans. J'ai joué au hockey mineur avec les garçons par chez nous en Beauce jusqu'à Bantam. À Bantam, je mesurais seulement 4 pieds 9. Donc, okay. ma mère, elle a eu peur un petit peu, puis elle m'a dit « Ah, on va t'inscrire avec les filles. » Mais ça a été vraiment une bonne décision parce que j'ai vraiment aimé le hockey féminin. Puis c'est ça. J'ai joué quand j'étais jeune au soccer plus compétitif, au golf, au volleyball. Je joue encore un peu au softball, au deck hockey. Fait que non, j'ai pas mal fait beaucoup de sports, là. Fait qu'une vraie multisport, là, une vraie athlète. Ouais. Good. Puis, qu'est-ce qui t'a amené là, tranquillement dans ton parcours à te rendre compte, bon, OK, parce que veux pas, là, à un moment donné, on est au top de la pyramide, là, tu regardes justement, tu as représenté le Canada, mais est-ce que dans ton parcours, justement, avec les gars, puis en montant justement avec les filles, une fois que tu as embarqué avec les filles, est-ce que tu sentais que tu étais dans les bonnes à chaque fois, que tu allais faire quelque chose avec le hockey ou c'est juste quelque chose qui est venu avec le temps, bon, une étape à la fois, puis t'es rendu. Comment mentalement, justement, est-ce que c'est quelque chose que tu avais visé de te rendre jusqu'à ces niveaux-là? C'est sûr, c'est quelque chose que je visais, mais je peux pas dire que je savais à chaque fois où que j'allais me rendre. C'est sûr que je crois que j'ai travaillé fort pour me rendre où ce que je suis rendue, puis j'ai encore beaucoup à apprendre, puis je pense encore que je m'améliore à chaque jour, à chaque fois que je vais sur la glace, puis je pense que il y a beaucoup de joueurs de hockey qui se développent plus tard. Je pense que c'est ça, je suis encore en train de me développer.
Mais on m'avait déjà dit que si j'améliorais pas mon coup de patin, j'allais pas faire Team Québec. Fait que là, j'ai travaillé fort sur mon coup de patin, beaucoup de power skating, puis d'entraînement en glace, puis finalement, j'ai réussi à faire Hockey Canada. Donc, c'est pas si pire. Fait que, ben effectivement, comme tu dis, c'est pas si pire. Mais ton pas si pire est devenu excellent avec le temps. Puis là, l'année passée, super saison avec Concordia. Puis on voyait Concordia, McGill, deux solides équipes. Puis la rivalité entre les deux universités anglo de Montréal, il y avait une belle bataille. Il y avait des vétérans des deux côtés, du talent en masse. Mais je pense que à Concordia, vous aviez une profondeur de plus. Je pense qu'il y avait encore plus peut-être de jeunes joueuses qui étaient là pour supporter les vétérans qu'on voyait, les Brigitte Laganière et compagnie. Puis ça a peut-être fait une différence, mais ça reste, c'est toute une aventure que se rendre au championnat canadien, que d'aller gagner match après match, ou est-ce que c'est du do or die à chaque fois? Tu perds si tu n'as plus de chance pour l'or, fait qu'à chaque fois, il faut gagner les matchs. Mais vous l'avez fait de main de maître, on dirait que c'était quasiment... je ne veux pas dire facile, là, faut pas, c'est jamais ça, mais on sentait que vous dominiez, vous étiez en contrôle de l'affaire. Quand est-ce pendant la saison vous avez senti, OK, ça, c'est notre année, on est là, puis là, le train est parti? Je pense qu'au début de la saison, ce qui a été plus difficile, c'est qu'on était beaucoup, étant donné que nos vétérans ont décidé de tout rester pour l'année de COVID. Ouais. Donc, ça a été dur un peu s'adapter avec autant de joueurs qui veulent tous être dans l'alignement et qui pourraient être tous dans l'alignement. Donc, on a dû travailler là-dessus au début de la saison, mais quand on est revenu après Noël, on a travaillé fort. On était en groupe bulle, étant donné que c'était encore un petit peu le COVID en venant de Noël. Mm-hmm. Puis là, je pense qu'après, on est vraiment revenu en groupe, en famille, puis c'est là qu'on avait confiance. Là. On savait qu'on était bien préparés, on avait, comme Judy dit tout le temps, trust the process, puis on était prête à tout. Parce qu'effectivement, vous aviez l'air d'une équipe, une en arrière de l'autre, à chaque fois que c'est un nouveau trio, à chaque fois que c'est un groupe de défenseurs qui embarque sa patinoire, on avait l'impression que, on voyait les noms changer. Évidemment, il y a les styles de joueuses, mais on avait l'impression que c'est la même qualité de jeu qui était tout le temps sur la glace. Je me dis, ça devait être extrêmement difficile de suivre le rythme pour les autres équipes. Puis, bref, ça paraissait sa patinoire aussi. Vous aviez une équipe quasiment pactée l'année passée. Et là, vous arrivez jusque-là, vous gagnez le championnat. C'était comment le feeling, puis comment des joueurs, pas des joueuses, mais des entraîneurs comme Julie et Caroline, qui ont joué du hockey au plus haut niveau mondial possible, comment ils vous ont préparé à ça? Comment ils vous ont, justement, tu sais, l'esprit de famille dont tu parles, où est-ce que, OK, trust the process, comment ce fameux processus-là, ils vous l'ont amené, ils vous ont fait comprendre que c'est ça que ça prend pour gagner? Est-ce que vous sentiez justement toute leur expérience puis leur vécu dans cette façon dont elle vous amenait ça? Oui, on est vraiment chanceuse à Concordia. Peut-être qu'on s'en rend pas compte tout de suite, mais comme quand on est allé à Lake Placide, on avait déjà hâte de revenir à Concordia, pas parce qu'on n'aimait pas ça, mais parce qu'on est tellement bien encadré à Concordia. On travaille tellement sur tous les petits détails, puis vraiment travailler fort, puis team first, être là pour tes coéquipières, être là pour ton équipe. Je pense que c'est ça que Caro et Julie essayent vraiment d'imprégner à Concordia, puis aussi d'être une bonne personne avant d'être une bonne joueuse de hockey. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence. On était vraiment un beau groupe ici serré, puis c'est des meilleurs moments de ma vie, ça c'est certain. Puis justement, vous gagnez ce championnat canadien, bien évidemment le provincial avant, le championnat canadien après. C'était quoi comment je pourrais dire, après ça, dans le fond, parce que oui, l'exaltation de la victoire, on peut tout avoir une idée, mais le après, est-ce que ça a tombé, bon, OK, je redeviens mi-fecto tous les jours, puis il faut que je me fasse mon lunch le lendemain, puis je retourne. Ou, non, il y a eu une vague après. Comment ça s'est passé pour vous autres à l'école, autour de vous autres, dans le monde du hockey, cette reconnaissance-là? Parce que je dis ça, puis
je sentais qu'il y avait une reconnaissance particulière des championnats qui ont été faits. Bien évidemment, il n'y a pas tout le temps une équipe du Québec qui gagne un championnat canadien comme ça, mais j'avais l'impression qu'il y avait un hype. Puis est-ce que vous l'avez senti, ce hype-là, ou bien comme je te dis, c'est vite retombé dans la vie de tous les jours? Puis, Non, on l'a vraiment senti le hype. Puis, nous, on disait, c'était pas seulement la semaine en or. On disait c'était le mois en or, même les 2 mois en or. Tu sais. On a été chanceux, on était bien reçus par plein de personnes. Plein de personnes nous recevaient à leur match, ou même le premier ministre. En tout cas, non, ça a continué, nos célébrations, jusqu'à tout l'été quasiment. Ça a-tu dérangé votre préparation, justement, pour cette année? Est-ce que vous sentiez que vous étiez un peu, ou ça restait quand même, bon, un anane de plus de pouvoir avoir toute cette attention-là, mais ça vous a pas, ça n'a rien changé à votre préparation? Quel impact ça a eu, justement, sur ton été ou sur ton off-season? Je pense que ça m'a encouragé encore plus à avoir une bonne été d'entraînement. Puis aussi les autres joueuses qui s'en venaient dans l'équipe aussi. On a perdu 11 joueuses, donc il fallait être prête assez vite pour la prochaine saison. Puis quand on a tout de suite commencé à genre pas passer à autre chose, mais quand même, comme on parle pas vraiment de notre victoire, c'est notre équipe cette année, on est une nouvelle équipe, puis c'est cette équipe-là qu'on développe, c'est pas l'équipe de l'année passée. Mais vous amenez quand même une dose d'expérience. Toi, Rosalie, Alice, il y a des joueuses comme ça, vous êtes des joueuses quand même qui ont fait partie du noyau. Oui. Puis encore cette année, j'imagine que même sans en parler, vous savez comment vous préparer, vous savez ce qui s'en. Il y a comme quelque chose sur lequel vous bâtissez, vous ne repartez pas de zéro non plus. Oui, non, c'est certain qu'on prend exemple sur des trucs qu'on a fait l'année passée. Puis c'est sûr que ça nous pousse à faire encore mieux que l'année passée, puis ça pousse aussi les plus jeunes à embarquer dans le bateau comme de la victoire, on pourrait dire. Là. Mais non, c'est ça. Puis je crois que ce qui a vraiment été cool aussi avec le fait qu'on a gagné les championnats, ça a amené beaucoup de visibilité pour notre équipe de Concordia. Puis il y a beaucoup de jeunes joueurs qui viennent à nos matchs maintenant. Nos estrades sont souvent remplies, surtout en série. Donc, j'encourage le monde à venir nous voir. Mais aussi pour le hockey féminin en général, je pense qu'on peut voir que si on reste au Canada, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Puis que le niveau de hockey au Canada est très bon. Justement, on va parler tantôt de comment tu vois le reste de la saison. Mais pendant que tu ouvres la parenthèse, il y a des super joueuses collégiales. Là, on parle d'Émilie Lucier et Gabrielle Santerre, qui sont les deux qui se battent pour le titre de meilleure marqueuse depuis 2 ans. Ces deux-là ont choisi de rester au Québec pour continuer, dont Émilie qui va venir à Concordia l'an prochain. Comment tu vois ça, justement, par rapport au hockey universitaire américain? Est-ce que l'écart se rétrécit entre les deux? Est-ce qu'il y a vraiment un écart, à part, évidemment, les universités américaines offrent des encadrements de fous, là, des installations professionnelles. On voit des reportages sur l'université Colgate, puis après ça, on voit ça, tu te dis, OK, wow, là, il y a quand même quelque chose de spécial. Mais au niveau hockey, au niveau justement coaching, au niveau de tout ça, est-ce qu'il y a un écart? Est-ce que c'est mieux là-bas? Est-ce qu'il y avait un écart qui est en train de se rétrécir? C'est comment là, pour une joueuse comme toi, justement, qui a probablement envisagé peut-être même d'aller jouer aux États-Unis? Qu'est-ce qui fait que les filles ont le goût de rester ici, mettons? Oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'écart entre nous et les États-Unis. J'aurais vraiment aimé ça l'année passée, après avoir gagné les Nationals, qu'on joue contre l'équipe qui a gagné c'était Ohio, je pense. Ça aurait été plaisant de faire un match contre eux, voir qu'est-ce que ça leur aurait donné. Mais non, je pense que Julia vous arrange ça. Oui, il faudrait qu'elle nous arrange ça. Hein. C'est le contact aux États-Unis en plus. Mais non, je pense que ce qui est différent ici, c'est que au Canada, je crois que chaque joueuse compte. Tu sais, t'es pas seulement un numéro, mais tu fais partie de l'équipe. Puis je crois que ce qui fait bien, c'est que les coachs, ils
ils prennent soin de toi, puis tu fais pas bien pendant une semaine, ils vont te demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer. Puis non, je pense pas vraiment qu'il y a une grosse écart entre nous et les États-Unis. Mais on a joué quelques matchs aux États aussi, puis je crois que les Carabins aussi ont joué quelques games aux États-Unis dans le pre-season, puis ça a été des bons matchs. Et là, penses-tu justement qu'il y a de plus en plus de filles qui vont continuer de choisir le Québec? Puis je dis le Québec, c'est RSEQ parce qu'il y a Ottawa puis Carleton là aussi qui sont juste l'autre bord. Puis dans le fond, je joue avec vous autres. Puis il y a plusieurs Québécoises d'ailleurs, surtout à Ottawa. Tu parlais d'Aurélie tantôt qui a joué avec vous autres avec l'équipe canadienne qui est gardienne à Ottawa. Donc, il y en a quand même plusieurs. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir justement le réflexe des filles de regarder vers les États-Unis va être moins évident maintenant, puis ils vont d'abord regarder au Canada ou au Québec? Ben, j'espère que ça va inspirer des jeunes filles à rester au Québec. On peut voir juste les universiades pour être avec l'équipe Canada. Il fallait que tu sois dans U-Sports, donc tu joues au hockey au Canada. Donc, tu peux avoir des super belles opportunités si tu restes au Canada. Tu peux jouer du super bon hockey. Tu peux toujours te faire recruter par Hockey Canada, même si tu restes au Canada. Puis tu vas être super bien coaché, encadré. C'est aussi bien pour tes études. Puis non, j'espère que la future génération vont considérer de rester au Canada. Et là, vous autres, cette année, vous êtes première au classement. Ça va bien vos affaires. Il y a Montréal, il y a Ottawa, il y a Bishops aussi. Donc, il y a des équipes là, qui veulent avoir votre peau. Vous êtes au sommet. En plus, vous êtes l'équipe à battre, championne en titre. Comment tu vois la fin de saison? Comment vous entrevoyez les séries qui vont venir après? Parce que, bon, vous êtes à toute fin pratique qualifiés pour les séries. Fait que, comment vous voyez votre fin de saison? Mais c'est vraiment plaisant cette année. Chaque game, c'est une bonne game. Tout le monde peut battre tout le monde. Je crois qu'il nous reste 5 matchs. Je crois que ça va être tous des bons matchs puisque tout le monde se bat pour le classement final avant les séries. Non, j'ai vraiment hâte au match qui reste. Puis je sens que ça va être des séries vraiment intenses, surtout que les Carabins ont leur billet pour les Nationals, étant donné qu'ils les reçoivent. Donc, il y a seulement un autre spot, on pourrait dire, pour les Nationals. Donc, je pense que ça va être vraiment des séries intenses. Puis, ça va être du bon hockey, c'est sûr. À quel point vous voyez loin, vous autres? Est-ce que c'est étape par étape ou c'est non, il faut retourner au championnat canadien? Est-ce que vous voyez jusque-là? Est-ce que l'objectif est là ou c'est plus des objectifs à court terme? Comment vous voyez les choses? C'est sûr que notre objectif, c'est d'aller aux Nationals, mais on y va vraiment étape par étape. On a fait notre liste avec nos buts au début de la saison, puis à chaque fois qu'on atteint un but, on est content parce que dans le fond, on y va. L'année passée, notre quote, on pourrait dire, des séries, c'est « Be where your feet are ». So, genre, rester où que tu es dans le moment présent. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est important en ce moment parce que si on pense trop loin, c'est ça qui pourrait nous jouer dans la tête. Puis comme à ma première année, on avait été classé numéro 1 U-Sport pendant presque toute la saison. Puis finalement, on avait perdu en série à première ronde contre les Carabins. Donc, tout peut arriver en série. Puis non, je pense que c'est important d'aller une étape à la fois. Est-ce que le classement des marqueurs, c'est important pour toi? Est-ce que Amy Fecteau veut dépasser Audrey-Anne Veillette puis gagner le championnat des marqueurs? Puis je sais qu'il y a Émilie Lavoie, il y a Rosalie Bégincé, il y a d'autres mondes là, qui sont dans le tas des meneuses là, pour. Est-ce que c'est quelque chose qui est un objectif pour toi? Est-ce que tu regardes ces affaires-là? Non, moi, je trouve que les points, c'est pas ça qui représente qui te représente en tant que joueuse. Je crois que le hockey, c'est un sport d'équipe. Donc, peut-être que pendant un match, tu ne compteras pas ou tu ne feras pas de passe, mais tu vas avoir contribué à amener de l'énergie pour les autres trios. Tu vas avoir tu vas avoir rattrapé une joueuse qui était en échappée, puis tu vas l'avoir empêché d'aller compter un but.
Non, je regarde pas trop ça. Non. Ben, tu sais, c'est correct. Puis tu sais, la réalité, c'est que chacune a sa façon de faire. Il y en a qui se motivent justement à travers ça. Mais c'est intéressant, c'est ça. C'est pour ça que je pose la question, parce que j'aime comprendre que, tu sais, votre mindset par rapport à tout ça. Puis je trouve ça. En tout cas, ça me donne l'impression que tu entres dans le moule de justement de l'aspect d'équipe, d'être des bonnes personnes, l'aspect d'équipe qui est mis en avant. En tout cas, Caroline et Julie, visiblement, vous enlignent bien. Si on parle de hockey féminin, mais qu'on parle de hockey féminin plus loin, il y a du niveau professionnel qui se joue maintenant. Il y a la Force de Montréal. Je sais qu'il y a un autre groupe qui aimerait former une autre ligue. Bon, sans entrer dans la politicaillerie de ça, toi, personnellement, est-ce que c'est un objectif après ta carrière universitaire de te rendre à ces niveaux-là? Puis là, on parle professionnel, mais on pourrait parler de l'équipe canadienne aussi nationale olympique. C'est quoi tes vues par rapport à ça? Est-ce que tu te vois après ton niveau universitaire, puis où est-ce que tu te vois par rapport à ça? Oui, c'est sûr et certain que j'aimerais continuer au niveau professionnel. Je me vois pas encore arrêter le hockey. Je sais pas quand et pourquoi je pourrais arrêter le hockey. Je jouerais 3 fois par jour si je pouvais. Mais non, c'est sûr, c'est dans mes plans. Puis j'espère qu'il me reste encore une année universitaire, donc peut-être dans 2 ans, ça va être encore mieux ce qui se passe. Mais là, c'est déjà un bon début. Donc, non, j'espère jouer professionnel. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a du recrutement qui se fait auprès de vous autres? Est-ce que vous vous faites parler par les équipes de ces ligues-là déjà ou pas du tout encore? Justement, il te reste une année. Est-ce qu'ils te laissent tranquille? Comment ça marche par rapport à justement la prochaine étape au niveau professionnel? Je pense qu'ils sont encore en train d'essayer de bien faire comment leur ligue fonctionne. Donc, ils sont peut-être moins dans le recrutement. Je sais que Rosalie, il y a quelques équipes qui ont parlé, des équipes aussi en Europe. Mais je pense pas que c'est un gros recrutement comme le hockey collégial ou le hockey universitaire. Ouais. OK. Puis au niveau de l'équipe nationale canadienne, est-ce que tu es encore dans le groupe des joueuses là, qui font partie du mix, qui se font inviter dans les camps? Pour toi, là, comment ça se passe de ce côté-là? Comme cet été, on dit que ceux qui avaient été invités, puis aussi ceux qui avaient fait l'équipe de développement, étaient les filles qui voulaient développer pour peut-être les prochains Jeux olympiques ou ceux pas dans 4 ans, mais dans 8 ans. L'autre 4 ans. Ouais. Ouais. Parce que comme c'est ça, ils ont sorti la statistique au camp que les joueurs se développent plus tard, c'est rendu. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent développer même comme moi, je suis rendue à 23 ans. J'ai peut-être pas 18 ans, mais ils veulent quand même essayer de continuer à nous développer. J'ai l'impression, pour avoir parlé à d'autres filles plus tôt, il y a quelques années ou quoi, ne serait-ce que, je vais donner l'exemple de Jade Downey-Landry, à qui je parlais, qui a marqué le hockey universitaire pendant sa carrière, qui a fini l'année passée. Puis justement, elle, vers 23 ans, elle se faisait dire, regarde, c'est pas mal fini, toi, t'as pas réussi à faire l'équipe A quand c'était le temps, fait que il l'invitait plus, tu sais. Puis là, est-ce que tu sens que ces choses-là changent justement, puis qu'ils veulent vous garder dans la loupe là, pour être sûr de ne pas échapper des filles qui, peut-être rendues à 24-25 ans, seraient prêtes à faire l'équipe, mais on a dit, bon, laisse faire, on va mettre l'énergie ces filles de 18-19 à la place. Oui, je pense que c'est en train de changer un peu. Surtout, on a vu avec Anne-Sophie Betté qui a réussi à faire l'équipe canadienne. Je crois qu'ils ont vu que, premièrement, les filles du Québec, on peut donner l'exemple. Puis, deuxièmement, aussi, il faut développer les joueuses. Puis, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup non plus de spots dans l'équipe canadienne. Il n'y a pas beaucoup de filles qui sont parties ou qui partent. Donc, c'est quand même vraiment dur se rendre là quand on y pense. Ah, c'est clair, là, comme tu dis, tu as des filles de 30 ans qui sont encore là, fait qu'eux autres, puis 30 et plus. Fait que, évidemment, il y a, comme tu dis, si elles s'en vont pas, on ne peut pas les remplacer. Fait que c'est dur, mais on en parlait tantôt, c'est le sommet de la pyramide à un moment donné, c'est dur. Mais juste au moins de savoir que tu as encore une chance, c'est savoir que tu es encore dedans, j'imagine ça garde la motivation, veut pas.
C'est sûr. C'est sûr que ça me pousse encore à m'entraîner fort, puis continuer à travailler fort. Puis je me dis, si jamais ça n'arrive pas, ben ça n'aura pas à arriver, mais on a tellement du plaisir au hockey, on se fait tellement des amis qu'on va garder toute la vie, puis des beaux souvenirs que ça vaut la peine. Puis sinon, vas-tu coacher? Parce que le hockey, tu dis, je vais continuer à jouer au hockey, mais je pense qu'on peut jouer au hockey jusqu'à 60 ans tant qu'on se trouve une ligue de garage prête à nous prendre. Ça peut être pas pire, mais garder du hockey de bon niveau. Mais toi, est-ce que, justement, le désir de coacher, le désir d'en redonner aux plus jeunes ou quoi, est-ce que ça fait partie de toi? Est-ce que c'est le genre de choses que tu veux faire éventuellement? Oui, c'est certain, mais j'ai étudié en enseignement de l'anglais langue seconde. Fait que je me dis avec ça, peut-être qu'un jour, pendant que je vais être enseignante, je vais pouvoir coacher un sport-études ou m'impliquer avec une équipe de hockey. Mais non, c'est sûr, ça pourrait être dans mes plans de coacher. Puis j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment une passion pour moi, le hockey. J'écoute des vidéos, j'essaie de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles techniques de lancer, des nouvelles techniques de passe. Donc, non, c'est sûr que j'aimerais ça un jour. Si c'est pas coacher mes enfants, peut-être coacher les enfants des autres, là, mais mes enfants, c'est sûr que j'aimerais les coacher, oui. Excellent. Ben, écoute, on la sent, cette passion-là, puis on te le souhaite de pouvoir avoir ta place là où tu as besoin de l'avoir, mais je ne suis pas inquiet, je suis sûr que tu vas... Il y a du monde qui vont vouloir t'avoir dans leur équipe pendant encore un bon bout de temps, ça, je ne suis pas inquiet. Fait que, je peux juste te remercier beaucoup du temps que tu as pris. J'aurais pris une autre demi-heure. Je pense qu'on te réinvitera éventuellement, puis on reparlera encore de hockey féminin au maximum. Moi, j'adore pouvoir apprendre à connaître des athlètes, des étudiantes athlètes comme toi. Fait que je te remercie encore une fois du temps que tu as pris. C'est vraiment super apprécié. Puis surtout, on va te souhaiter le meilleur pour la fin de la saison. Idéalement, un autre championnat canadien. Puis tu as invité les gens à venir vous voir. Moi, je vais réitérer l'invitation. Allez voir ces filles-là, puis on se prépare pour le championnat canadien parce que ça va être, comme tu le disais tantôt, à l'Université de Montréal. Fait qu'on va avoir une chance de voir les meilleurs au Canada jouer, puis j'espère encore une fois que vous allez en faire partie. Ça va être très, très, très intéressant de vous voir aller. Merci beaucoup, puis merci pour tout ce que vous faites pour le sport féminin, puis pour la visibilité du hockey féminin aussi, c'est très apprécié. Ah ben, c'est à moins des choses, c'est amplement mérité. Vous méritez tout le spotlight qu'on peut mettre, le peu qu'on arrive à mettre, il est amplement mérité. Bon, merci. Merci beaucoup, Amy, à bientôt. Bonne journée. Salut. Voilà, 18 épisodes de passé. Merci d'avoir été là. Merci de continuer d'être là. Merci de nous encourager et surtout, merci de partager ce qu'on fait chaque semaine avec l'ensemble de la communauté du sport étudiant au Québec. C'est super apprécié. Trois choses avant de vous laisser aller. Semaine prochaine, Vanier contre Brébeuf, vendredi au basket collégial masculin. Aussi, je ne peux pas vous laisser sans parler de ce qui va se passer à l'Université Laval, alors qu'on va avoir du volleyball. Oui, le monde va me dire, du volleyball, il y a d'autres choses, on aime d'autres choses, mais le volleyball, cette semaine, entre Sherbrooke et Laval, va être présenté à guichet fermé au PEPS de l'Université Laval. On lève notre chapeau aux fans là-bas, aux gens qui supportent l'équipe. C'est formidable, les gens qui supportent le Rouge et Or. Donc, au PEPS, 3000 personnes pour aller voir les deux matchs masculins et féminins entre Sherbrooke et Laval. Un programme double extraordinaire. Pas juste extraordinaire parce qu'il y a 3000 personnes, mais extraordinaire aussi parce que sur le terrain, on va avoir le droit à deux super matchs. Vraiment du haut calibre. Sherbrooke-Laval, chez les femmes, ça se bat pour la 5e place pour les éliminatoires. Croyez-moi, ça va être très relevé. Et chez les hommes, on a Sherbrooke qui est premier au classement, Laval 3e actuellement. Des excellents joueurs des deux côtés. Donc, ça va être spectaculaire. Et sur ce, je veux quand même aussi souligner l'initiative de l'équipe du Rouge et Or. Ce qu'on appelle le projet, ou je ne sais pas comment on l'appelle exactement, Vide ta sacoche, dont la marraine est la capitaine du Rouge et Or, Béatrice Lamarche. Donc, allez voir sur les différents sites, sur les réseaux sociaux, voir c'est quoi Vide ta sacoche, pour permettre d'amasser des cosmétiques et des choses comme ça pour les femmes dans le besoin. Donc, une super initiative.
Béatrice Lamarche, la porte-parole marraine de l'activité. Donc, un coup de chapeau là aussi parce que ce n'est pas juste une question de bien étudier et de bien jouer, c'est de l'implication dans la société. Et ça, on en veut davantage, on en veut toujours plus. Troisième activité que je vous suggère, les gens de Trois-Rivières ou les gens qui passaient par Trois-Rivières, championnat provincial de natation à l'UQTR les 3, 4 et 5 février. L'année dernière, on a eu le droit au championnat canadien de natation à l'Université Laval. Je vous le dis, c'est toujours des beaux moments, plein d'actions. Franchement, c'est un beau trip d'aller voir de la natation comme ça. Nos meilleurs. Franchement, allez voir ça, c'est toujours spectaculaire. Donc, voilà, ce sont mes suggestions. Et évidemment, vous pouvez aller sur le site du RSEQ, aller voir s'il n'y a pas finalement un match proche de chez vous qui vous intéresse. Parce que mon message cette semaine, et je l'ai écrit sur les réseaux sociaux, au lieu de mettre 15$ à gager sur des sites de paris sportifs qui ne paient pas d'impôts ici, prenons ton 15$, va voir un match de sport universitaire, collégial, une activité secondaire, si tu veux. Donne-leur 15$. Ce 15$-là est 100 fois mieux investi que si tu t'en vas essayer de garocher ça dans du gambling. C'est pas ça le sport. Le sport, c'est d'encourager notre monde qui en font, qui sont en santé et qui ont des bonnes valeurs. Donc voilà, c'est mon message de la semaine. Sur ce, je vous en souhaite une excellente. On se revoit la semaine prochaine. Merci.